Bonjour à tous, on entame cette partie de chimie avec un chapitre extrêmement dense. Accrochez-vous. L'atome est-il réellement la particule élémentaire ultime de la matière? C'est ce que nous allons voir maintenant. Les constituants de la matière sont invisibles à l'œil nu et même encore au microscope. On est obligé d'utiliser des modélisations pour voir à quoi va ressembler la matière. Je vous montre cette vidéo parce que je trouvais qu'elle était intéressante. Souvent on a du mal un peu à s'imaginer à quoi peuvent ressembler les atomes. Et sur cette vidéo que j'ai prise du site du CERN, alors le CERN c'est le Centre européen de recherche nucléaire, on va zoomer sur la matière et là en l'occurrence sur des cheveux. Donc on peut voir les différentes parties du cheveu, notamment ce qu'on appelle la kératine. Et on va voir que cette kératine est elle-même faite de toutes petites particules, on dirait des petites billes. Et ces petites billes, ce sont les atomes. Petit rappel des années précédentes, les atomes sont des petites particules de matière. Ils sont représentés par des sphères de couleur et sont également notés par un symbole qui est une lettre majuscule, ce qu'on appelle le symbole atomique. Alors quand il y a une seule lettre, la lettre doit être en majuscule. S'il y a deux lettres, la première est en majuscule, la deuxième obligatoirement en minuscule. Il y en a 4 à connaître obligatoirement en troisième: l'hydrogène, H, le carbone, C, l'azote, attention c'est un piège, N, et enfin l'oxygène, O. Un atome est le plus souvent lié à un ou plusieurs atomes. À ce moment-là, on dit qu'ils vont former une molécule. Vous en avez vu quelques-unes en 5e et en 4e, notamment quand deux atomes d'hydrogène se mettent ensemble, ça forme du dihydrogène, H2. Et quand un atome de carbone s'associe avec deux atomes d'oxygène, ça forme du dioxyde de carbone. Vous vous rendez bien compte qu'il existe une infinité de combinaisons possibles, donc il existe une infinité de molécules possibles. C'est pour ça que la chimie n'est pas prête de s'arrêter et de découvrir des nouvelles molécules. Cette idée d'atome est apparue avec Démocrite, puis a été oubliée à cause d'Aristote qui est parti sur une autre théorie, celle qu'on appelle la théorie des 4 éléments. Il a fallu attendre quand même le XVIIIe siècle avec Cavendish, Priestley, puis surtout Lavoisier, pour qu'on commence à remettre en cause cette théorie des 4 éléments. Et début du XIXe siècle, Dalton, en reprenant un peu tous ses travaux et en faisant d'autres expériences, a imposé la théorie de l'atome, à savoir que donc la matière est faite de toutes petites particules qu'on appelle des atomes. Mais ce n'était pas fini, parce que l'atome n'est pas la plus petite particule qui existe. Il se trouve qu'un certain Thomson a fait une expérience à l'aide d'un tube cathodique. En quoi consiste un tube cathodique? En fait, un tube cathodique, c'est un tube de verre qui est étanche, et il y a quasiment le vide à l'intérieur. Et quand on applique une haute tension entre deux électrodes qui sont à une des extrémités du tube, on va créer un faisceau de particules. Ces particules partent de la cathode, d'où le terme de tube cathodique. Et il se trouve que ce faisceau de particules va être dévié en passant entre deux plaques chargées électriquement. Et ces particules se rapprochent de la plaque chargée positivement. Or, en physique, les opposés s'attirent. Ça veut dire que si vous avez une particule qui se rapproche du plus, ça veut dire qu'elle est elle-même négative. Cette particule, Thomson s'est dit qu'elle devait forcément être présente dans la matière, et donc il en a fait la conclusion que dans les atomes, il y avait des particules négatives. Mais vu que la matière est électriquement neutre, en contrepartie, il y avait également des particules positives. Donc, il a essayé un peu d'en mélanger tout ça, et s'est dit, mais en fait, un atome, c'est un mélange de particules positives et négatives, et il a imaginé que c'était comme un gâteau, ce qu'on appelle la théorie du plum pudding. Alors, plum pudding, ça veut dire littéralement gâteau ou pudding aux prunes. Les prunes seraient les particules négatives, et le pudding serait les particules positives. Ça, c'est en 1897. En 1911, Ernest Rutherford fait l'expérience de la feuille d'or. Alors, en quoi consiste cette expérience de la feuille d'or? Il a pris bien évidemment une feuille d'or et il a balancé dessus un faisceau d'électrons. En théorie, quand on balance quelque chose sur un autre objet, ça rebondit. Et là, assez étonnamment, 99% des électrons qui étaient balancés sur la feuille d'or traversaient la feuille d'or. Quelques-uns rebondissaient, mais la plupart traversaient. Quelle conclusion peut-on en tirer? La matière n'est pas pleine. Et même la matière est essentiellement faite de vide. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. La matière, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, en fait, est
quasiment vide. Les grains de matière, les électrons et les charges positives, ça n'est qu'une infime partie de la matière. Tout le reste, c'est du vide. Et j'ai bien dit du vide, le néant. Ce n'est pas de l'air, attention, c'est du vide, c'est-à-dire rien du tout. Voyons voir de quoi est constitué l'atome. Un atome, en schématisant très fortement, cela ressemble à cela. Vous pouvez constater deux parties, une centrale et une plutôt périphérique. C'est-à-dire vous voyez quelque chose qui est au centre qu'on appelle le noyau, et autour qui gravitent ce qu'on appelle des électrons, les fameuses particules négatives découvertes par Thomson dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce qui avait été découvert par Rutherford, justement, c'était que le noyau et les électrons ne représentent seulement que 1% du volume de l'atome. Ce qui est assez paradoxal de se dire que la matière est quand même essentiellement faite de vide, le vide étant le contraire de la matière. On parle de structure lacunaire de la matière. Lacunaire, littéralement, ça veut dire vide. La taille d'un atome, c'est à peu près 1/10 de nanomètre. 1/10 de nanomètre, c'est 0,000000001 mètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 10 mètres. Si on se concentre uniquement sur le noyau, ce noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Pour vous donner un exemple, si le noyau d'un atome avait la taille d'une balle de ping-pong, les électrons se trouveraient à plus d'1 kilomètre de ce noyau. Entre les deux, bien évidemment, rien du vide. Nouveau paradoxe, le noyau est peut-être 100 000 fois plus petit que l'atome, mais il va y concentrer 99% de sa masse. Les électrons représentent moins d'1% de cette masse. Que trouve-t-on dans le noyau ? On va trouver deux types de particules. Tout d'abord, des particules qui seront positives. Ces particules positives sont appelées protons. Ces particules sont très importantes parce qu'elles sont à l'origine de la nature d'un atome. Je m'explique. Un atome bien précis, prenons par exemple le fer, aura 26 protons. Il n'y a que le fer qui possède 26 protons. De la même façon, si vous avez un atome dont le noyau possède 26 protons, vous êtes sûr à 100% que c'est un atome de fer. Ce numéro, ce nombre de protons, est ce qu'on appelle le numéro atomique de l'atome, que l'on va noter par la lettre Z majuscule. Si vous regardez sur le tableau de Mendeleïev, ou ce qu'on appelle également la classification périodique de Mendeleïev, chaque atome a un numéro qui lui est propre. Par exemple, l'hydrogène, le premier des atomes, aura un proton, donc Z égale 1. Le carbone, 6 protons, Z égale 6. L'azote, 7 protons, donc numéro atomique Z égale 7. Mendeleïev a classé les atomes dans un tableau en fonction donc du nombre de charges positives, donc ce qu'on appelle les protons, que possède le noyau. Réfléchissons maintenant. Dans le noyau, il y a des charges positives. Mais des charges positives, si on les met les unes contre les autres, elles devraient se repousser. Un peu comme deux aimants dont on mettrait deux faces nord face à face. Eh bien, la cohérence du noyau est assurée par deux choses. Tout d'abord, une force qu'on appelle l'interaction forte, qui permet de maintenir ces protons collés les uns aux autres. Et également la présence d'une autre particule, le neutron. La présence des neutrons va avoir comme conséquence de diluer la répulsion que peuvent avoir les protons entre eux. Les neutrons et les protons sont appelés nucléons. Ce nombre de nucléons est très important parce qu'il se trouve qu'un noyau, pour un même atome, peut posséder des nombres de nucléons différents. Alors là, j'entends déjà qui vont me dire « Mais monsieur Boucher, vous avez dit que le nombre de protons, c'était caractéristique d'un atome !» Le nombre de protons, pas le nombre de neutrons. Donc le nombre de neutrons peut évoluer. Ce qui fait qu'on va noter le noyau d'un atome de cette façon avec X, A et Z, où A c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons, et Z ce sera le nombre de charges positives, nombre de protons, qui sera présent dans le noyau. Le noyau de l'atome d'hydrogène s'écrira H11, puisque l'hydrogène en fait a un proton mais pas de neutrons, donc en bas à gauche le 1 correspond au nombre de protons, en haut à gauche correspond le nombre de protons plus de neutrons, c'est-à-dire 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Concernant le carbone, numéro atomique 6, donc on met 6 en bas à gauche. Il a également 6 neutrons, donc 6 protons plus 6 neutrons, ça fera 12, donc on mettra 12 en haut à gauche.
Je viens de vous dire qu'un même atome pouvait exister avec des quantités de neutrons différents. C'est ce qu'on appelle des isotopes. Par exemple, l'hydrogène existe sous 3 formes, c'est-à-dire sous 3 isotopes. L'hydrogène qui va posséder un proton et 0 neutron, celui qui va posséder un proton, 1 neutron, et celui qui possédera un proton et 2 neutrons. L'hydrogène qui possède un proton et 0 neutron va s'écrire H11. Celui qui aura un proton et un neutron s'écrira H21. Il s'appelle d'ailleurs le deutérium. Et enfin, l'hydrogène qui possède un proton et 2 neutrons s'écrira H31 et il s'appelle également le tritium. L'élément carbone existe également sous 3 formes, 3 isotopes. Un carbone avec 6 protons et 6 neutrons, un carbone avec 6 protons et 7 neutrons, et un carbone avec 6 protons et 8 neutrons. Le carbone qui possède 6 protons et 6 neutrons, si vous faites 6 plus 6, ça fait 12. On l'appelle donc le carbone 12. Le carbone suivant, si vous êtes fort en maths, vous avez vu que ça faisait 6 plus 7, ça faisait 13, donc carbone 13. Et enfin 6 plus 8, 14, donc carbone 14. Le noyau de l'atome de carbone 12 s'écrira donc C12,6. Alors le 6, un peu superflu, puisque vu que c'est du carbone, forcément il y a 6. Donc on va avoir tendance à écrire plutôt juste le C avec le 12 en haut à gauche, et le 6 on va l'ignorer. De la même façon, le carbone 13, on écrira juste C et puis 13 en haut à gauche, et pour le carbone 14, C et 14 en haut à gauche. Les cas de l'hydrogène et du carbone peuvent être généralisés à n'importe quel atome. Ici, l'uranium possède 3 formes. Une qui sera l'uranium 235, c'est-à-dire 92 plus 143. L'autre, l'uranium 238, 92 plus 146. Et pour le dernier, 92 plus 142, ça va donner 234, donc uranium 234. Ouf, ça y est, on a fini le noyau. Maintenant, il nous reste les électrons, ces électrons qui gravitent autour de ce noyau. Les électrons sont des particules élémentaires électriques négatives. La masse de l'électron est négligeable comparée à celle du noyau de l'atome. Et chose extrêmement importante, un atome est toujours électriquement neutre. Cela signifie qu'il y a toujours autant de protons que d'électrons, c'est-à-dire autant de charges positives que de charges négatives. Alors j'en profitais pour inciter ceux qui veulent aller un peu plus loin dans l'étude de la matière, pour vous conseiller d'aller voir la chaîne YouTube du CEA. Il y a une playlist sur des animations qui sont plutôt bien faites. Alors parfois c'est un petit peu pointu pour vous, mais il y a quand même des animations qui sont accessibles à votre niveau. Je vais mettre le lien en haut à droite de l'image, et je vais également vous inciter à aller écouter un podcast de la radio France Culture. Alors je sais, on va me dire ah France Culture, j'écoute pas ça. Vous faites ce que vous voulez, moi je vous propose. Il y a un scientifique qui s'appelle Étienne Klein qui tient chaque semaine une émission le samedi sur France Culture, et il y a quelques semaines il y avait une émission justement sur la matière. On a beaucoup parlé de neutrons, de protons, et le premier quart d'heure de ce podcast qui dure environ 1 heure est largement accessible pour vous si vous avez suivi ce cours. En plus du sujet, ce podcast est doublement intéressant puisque Étienne Klein reçoit 2 scientifiques femmes, et j'insiste bien, femmes. Les sciences ne sont pas l'apanage des hommes. Donc mesdemoiselles, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je mets le lien dans la description. Rappel de la classe de 5e et de 4e. La masse volumique, c'est la masse que va avoir un certain volume. On l'appelle par la lettre grecque ρ, et elle est égale à m, la masse, sur le volume V. Vous pouvez utiliser le triangle pour manipuler la formule comme on en a déjà eu l'utilité. Une question à laquelle on va répondre maintenant est d'où vient le courant électrique ? Et il faut savoir que la plupart des matériaux qui sont conducteurs du courant électrique, ce sont les métaux. Pourquoi les métaux et pas les autres matériaux ? Tout simplement parce qu'ils vont posséder beaucoup d'électrons et que ces électrons sont du coup éloignés du noyau. Et comme ils sont assez éloignés du noyau, ils vont avoir tendance à partir facilement. On appelle ces électrons des électrons libres. Le courant électrique dans un solide correspond à un déplacement d'électrons libres. Alors comment ça se passe ? Quand vous avez un matériau comme du cuivre, un fil de cuivre, et qu'il n'y a pas de courant qui circule, c'est-à-dire l'interrupteur est ouvert, les électrons vont se déplacer dans toutes les directions. Ça se fait de façon assez anarchique. Et comme
les électrons ne vont pas tous dans la même direction, il n'y a pas de courant électrique. Dès que l'on va fermer l'interrupteur, les électrons vont tous être poussés dans la même direction. Et des électrons qui se déplacent tous dans le même sens, on appelle ça un courant électrique. Alors petite remarque, en classe de 5e, vous avez vu que le sens conventionnel du courant électrique était du plus vers le moins de la pile. Or ici, vous remarquez que les électrons, je les ai dessinés allant de la borne négative vers la borne positive. Tout simplement qu'il y a une différence entre le sens conventionnel du courant et le sens réel. Le sens conventionnel du courant n'est pas le sens réel du courant électrique. Le sens conventionnel, c'est un sens qui a été convenu, c'est-à-dire on a décidé que c'était comme ça. Le sens réel, donc c'est le vrai sens du courant électrique, les électrons vont de la borne négative vers la borne positive. Pourquoi cette distinction entre le sens conventionnel et le sens réel ? Tout simplement que quand on a commencé à étudier l'électricité au 19e siècle, on savait que quelque chose circulait, mais on ne savait pas quoi, et surtout l'électron n'avait pas été encore découvert. Les scientifiques ont donc été obligés de se fixer un sens du courant, ils ont décidé que c'était du plus vers le moins, ils ont appelé ça le sens conventionnel, l'histoire leur a donné tort. Le sens conventionnel du courant est conservé malgré tout, car tous les calculs d'électricité ont été faits à partir de ces bases qui ont été posées au 19e siècle.